Bonjour Michel Diard. Vous avez participé, on va se tutoyer, tu as participé au récent numéro de La Pensée, qui est le numéro 416, et avec un article qui s'appelle L'information selon les milliardaires. Donc, il y avait déjà eu un article précédent, Les milliardaires vous informent, il y a 2 3 ans, qui avait connu beaucoup de succès sur Internet, sur Cairn. Donc, on voulait prolonger. Et alors, une première question dans le format 3 questions à un auteur qui dit un peu au lecteur potentiel ce qu'on trouvera dans l'article. Pourquoi la Mhm. situation de la presse est-elle inquiétante aujourd'hui au vu des dernières évolutions? Oui, effectivement, la situation est inquiétante. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir qu'on a assisté depuis une vingtaine d'années à un bouleversement total dans le monde des médias, dans un double contexte. D'abord, la crise du capitalisme, évidemment, faisant craindre à ses défenseurs un sursaut républicain qu'on espère tous, et l'émergence de technologies numériques qui, elles, ont modifié complètement le paysage. Alors, un certain nombre de milliardaires répondant un peu aux injonctions du pouvoir politique depuis Sarkozy, Arnaud, Pinault, Bouygues, Bolloré, Dassault, mais aussi maintenant Niel, Saadé, Kretinsky, ont pris le contrôle de la plupart des grands médias. Alors, ils ont renvoyé Robert Hersan, dont on disait que c'était l'empereur de la presse, et ils l'ont renvoyé dans les poubelles de l'histoire. Mais tous ces milliardaires ont colonisé tout l'espace médiatique, ou au moins tous les grands médias, ceux qui font l'information en général. C'est ainsi que l'héritage du Conseil national de la résistance, pour qui la presse n'est pas un produit commercial, mais un instrument de culture, a été balayé, complètement balayé, et la presse, désormais, est financiarisée, elle obéit au dogme du système financier et au mépris du pluralisme. Alors, la France, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la France a complètement raté la révolution numérique qui elle-même a complètement modifié les habitudes de consommation des médias. Les patrons de presse ont eu recours aux outils des géants américains, ce qu'on a appelé les GAFAM, et notamment à Google, pour être présents sur les nouveaux supports. Mais ceux-ci, ce n'est pas sans contrepartie, puisque c'est eux qui dictent les règles. Ils imposent notamment un renouvellement incessant des contenus pour multiplier les connexions et par conséquent les publicités. Alors, ils agissent comme un filtre. Certains les ont appelés les infomédiaires, à juste titre, mais ces infomédiaires uniformisent l'information et l'appauvrissent. Alors, les médias sont pour les nouveaux propriétaires des supports d'influence. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une double perspective. Défendre leurs intérêts dans les autres secteurs d'activité où ils bénéficient de multiples avantages et de défendre le libéralisme politique en essayant d'abaisser, tout esprit critique. Dans ce contexte, évidemment, il n'est pas facile d'être journaliste. Et je pense que quand Éric Fotorino a pu écrire que la presse est aujourd'hui un combat de rue, il avait bigrement raison. Alors, justement, face à ces milliardaires et au pouvoir des patrons, est-ce que les rédactions sont impuissantes? Je dirais que littéralement, oui, les rédactions sont impuissantes face à un patronat déterminé. On l'a vu notamment avec Vincent Bolloré à Europe 1, à iTélé, à Paris Match, etc., et au journal du dimanche. Ils imposent leur ligne éditoriale, euh, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs de rédaction, qui ont des liens directs avec l'actionnaire et non plus avec la rédaction. Ils sont là pour faire régner l'ordre financier et idéologique,
Alors, les rédactions, aujourd'hui, n'ont pas de reconnaissance légale, comme le demande leur syndicat. Et oui, effectivement, ils sont impuissants. Alors, les journalistes, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les journalistes sont des salariés comme les autres. Ils relèvent du Code du travail et on sait que ce Code du travail fait que le salarié, quand il entre dans l'entreprise, n'est plus un citoyen à part entière. Alors, le statut de 1935 a bien reconnu une clause de conscience aux journalistes, mais il s'agit d'une démarche, d'abord une démarche individuelle. Elle est de plus en plus aujourd'hui difficile à invoquer. Quitter Bolloré pour aller mettre sa plume au service de Bernard Arnault, de Bouygues Dassault ou même de Kretinsky, au fond, quelle est la différence? Alors, un autre aspect de la profession, c'est qu'elle est très précarisée. Les pigistes sont beaucoup plus fragiles que les journalistes permanents et ils sont en augmentation exponentielle. Le rapport de force, dans ces conditions, n'est pas très simple à mettre en place. Il est difficile à organiser dans une profession qui regroupe seulement 35 000 personnes et qui sont atomisées dans une multitude de rédactions euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dirigées par des chiens de garde, hein, selon l'expression de Serge Alimi, des directeurs de rédaction qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en relation directe avec l'actionnaire. Enfin, je voudrais insister sur un aspect qui est important, c'est que la profession de journaliste est le reflet du système de reproduction sociale. C'est Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie américain, qui a pu parler de capture cognitive. Alors, il l'a défini ainsi, c'est la façon dont les journalistes perçoivent le monde et donc comment ils écrivent à ce sujet. Ça veut tout dire. Alors, oui, dans tout ce contexte législatif, euh, un contexte social où les journalistes viennent essentiellement des milieux petits bourgeois, les rédactions sont impuissantes à s'opposer correctement et entièrement à des gens comme Bolloré quand ils veulent casser une rédaction. Alors, la deuxième moitié de ton article montre que ces enjeux idéologiques reposent sur des enjeux économiques, et donc lesquels? Oui, alors les milliardaires, les nouveaux propriétaires des médias, des grands médias, viennent tout d'abord de secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas ceux de la presse. Mais dans ce qu'ils appellent aujourd'hui l'industrie de l'information, ils ont imposé les mêmes règles que dans les secteurs dont ils sont issus, notamment avec un horizon qui est un résultat net de 15% dans un milieu qui est en crise. C'est quasiment impossible. Or, ils vont essayer de tendre quand même vers ce, cet horizon de 15%. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, on n'entretient plus de danseuses, c'est terminé. Il faut aussi que tout soit rentable. Alors, ils ont acheté des marques qui perdent des parts de marché. Leur objectif ne sera atteint qu'à coup de concentration, donc, d'appauvrissement des contenus d'information, mais et de multiplication de ce qu'on peut appeler le buzz, de ce qu'on appelle généralement le buzz, ou de prétendus scoops scandaleusement grossis relatifs à la vie des grands de ce monde, supposés, des stars, des ultra-riches, etc. L'État, parallèlement, a abandonné tout investissement dans les technologies numériques, laissant le champ libre aux startups américaines, ce qu'on a appelé les GAFAM, donc, qui sont devenus les monstres de l'économie dite moderne. Et cela a participé à la mise sous tutelle des médias, même les grands médias, par ces GAFAM. Google en particulier a su tenir compte très vite des bouleversements dans les habitudes de consommer de l'information sur terminal mobile et a multiplié les outils pour les médias, abandonnant la création de contenu à ces médias captifs. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas dans ce qui n'est pas très rentable, ils investissent dans les outils qui sont les plus rentables. Alors,
Le paysage médiatique est totalement à la merci des technologies américaines, à leur idéologie et à leurs choix éditoriaux, c'est-à-dire le renouvellement des contenus pour multiplier les connexions et donc les publicités. Et c'est dans ce contexte que le recul du pluralisme est sans précédent et sans une volonté politique, mais alors sans faille, hein, on assistera à sa triste fin. L'enjeu, il est important, c'est celui de la démocratie. Eh bien, ça sera le mot de la fin, en espérant que ça serve un peu d'électrochoc. Merci Michel. Ça va?